Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière, de mes questions que je me pose avec ce qui s'est passé la semaine dernière. On va commencer avec Daniil Medvedev, qui a mis très longtemps à remporter son premier titre en 2025, qui a attendu octobre avec Almaty, qui n'avait pas gagné de titre en 2024, qui avait attendu entre Rome et Almaty, il y avait une dizaine de titres pour Medvedev, et qui aura eu besoin seulement d'une semaine pour remporter son premier titre en 2026. Ça fait plaisir de voir Daniil Medvedev remporter son premier titre de la saison face à Brandon Nakashima en finale, une finale plutôt maîtrisée, même s'il a servi pour le match dans le deuxième set et que Nakashima est revenu, même s'il a eu balle de match à 5-4 pour gagner le match, il l'a pas fait, il a dû attendre le tie-break. Mais bon, Medvedev, globalement, ça a été une semaine, on va revenir dessus. Mais la question que je me pose, la première question que je me pose, c'est est-ce que Medvedev peut finir l'année 2026 top 5? Parce que j'entends parler de ça maintenant, en ce moment. Il y a ce petit son de cloche qui revient. Oui, Medvedev, il va être top 5 en fin de saison, voire même top 3, peut-être ça va être lui derrière Alcaraz et Sinner. J'ai envie de dire, déjà, on n'est pas dans la demi-mesure parce que Medvedev, il y a 2 mois, il était mort et enterré, c'était fini. Aujourd'hui, Medvedev, il est top 3 mondial. Donc, en fait, il faut savoir, il faut être un peu pondéré tout ce qui se passe. Oui, Medvedev est un joueur qui, je pense, va revenir dans le top 10. D'ailleurs, si vous avez vu mes pronos de la saison, je l'ai mis qu'il allait revenir top 8 en fin de saison. Et j'ai dit même qu'il allait revenir en demi-finale de Grand Chelem. Mais je ne le vois pas terminer top 5 et je ne le vois surtout pas terminer top 3 parce que déjà, oui, c'est bien qu'il remporte un titre, mais c'est seulement un ATP 250. Faut pas s'emballer non plus sur un ATP 250. S'il avait remporté un Master 1000, j'aurais eu une réponse complètement différente. Et puis surtout, voir aussi le casting des joueurs qu'il a battu. On va voir ce casting-là. Donc, on est sur le site de l'ATP et donc Brandon Nakashima en finale. C'est quand même globalement un bon tirage. Quand on va voir le tableau qu'il a eu, globalement, ça a été un très bon tableau pour Medvedev. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les stats sur les points gagnés à sa deuxième balle. Face à Nakashima, c'était au-dessus de 50%, mais je crois que c'est le seul match de la semaine où il est au-dessus de 50% de points gagnés à sa deuxième balle. Donc il y a toujours cette faiblesse derrière la deuxième pour Medvedev, où il est en danger derrière sa deuxième balle et face à des joueurs un petit peu plus calibré que Nakashima, que Mikkelsen. Voilà, il a eu un parcours très américain. Medvedev, d'ailleurs, c'était le seul contre les Américains en demi-finale. 6-4, 6-2 face à Mikkelsen, ça a été un match maîtrisé. Il y a eu ce match très difficile face au Polonais Marzak, lucky loser, où il perd le premier, il sauve 3 balles de break d'entrée de deuxième set. Et là, quand tu vois ce début de match où il perd le premier, qui sauve des balles de break dans le deuxième set, en tout cas il a balle de break contrôlée dans le deuxième set, tu te dis ça y est, il va un peu retomber dans ses travers, et bien pas du tout, derrière il a explosé. Et d'ailleurs quand on regarde les stats de ce match, alors je sais pas si là on va les voir, mais il est à 44% de points gagnés à sa deuxième balle, mais si on regarde 7 par 7, le premier set, donc celui qui perd, il est seulement à 35% derrière sa deuxième balle, donc c'est vraiment très peu. Dans le deuxième set, il a 33%, et c'est vraiment dans le troisième set, quand Marzak craque un peu, qu'il a 83%, qu'il a 5 sur 6, tout qui passe, beaucoup de premières balles, et qui lui met 6-2, mais globalement, sinon, ça a été un peu compliqué derrière sa deuxième balle pour Medvedev. Si on regarde le match face à Nakashima, je crois que c'était ce match-là, ou face à Mikkelsen, où il est au-dessus des 50%, face à Nakashima, il est à 59%, donc c'est plutôt pas mal. C'était face à Mikkelsen, mais Mikkelsen, il met 6-4, 6-2. Ça reste un match où il est en dessous des 50% de points gagnés à sa deuxième balle. Il a 48%. Donc c'est quelque chose qui va être à surveiller. On verra à l'Open d'Australie ce que ça va donner. Mais déjà, pour ma première question, non, je ne pense pas que Medvedev redeviendra top 5 cette saison. Je pense qu'il faut se calmer un petit peu sur ce fantasme de revoir le Medvedev qu'on a eu en 2021, en 2022. Je pense que malheureusement, ça me ferait très plaisir de me tromper, mais je pense que malheureusement on ne le retrouvera pas. Mais par moment, on pourra retrouver un Medvedev qui va aller en demi-finale de Grand Chelem, qui va aller chercher une finale en Master 1000, qui va peut-être pouvoir, pourquoi pas, aller prendre un Master 1000 et être top 8 en fin d'année, retourner au Masters de fin de saison. Déjà, s'il fait une saison comme ça, moi j'en serais très satisfait pour lui et je pense que lui aussi sera satisfait. Allez, deuxième questionnement, deuxième joueur sur qui on va parler, c'est Alexander Bublik qui ne cesse de surprendre et qui pour la première fois de sa carrière rentre dans le top 10 mondial. Qui l'eût cru il y a un an pile poil quand Bublik était en train d'errer et allait commencer à errer en challenger et commencer à perdre de plus en plus de place au classement. Et puis il y a eu ce déclic et en ce moment Bublik, depuis ce qui s'est passé à Roland Garros, même un petit peu avant, on n'a plus le même Bublik, même s'il y a cette petite rechute à Wimbledon, mais sinon on a un Bublik très régulier, top 10 Bublik, qui l'eût cru franchement pour un joueur complètement fantasque,
Alexander Bublik qui bat le nouveau top 5 Lorenzo Musetti en finale. Musetti d'ailleurs ça fait 8 finales consécutives perdues pour l'Italien qui a pu gagner depuis sa finale à Hambourg en 2022. On parlait de Medvedev qui n'avait pas gagné depuis Rome 2023 avant qu'il gagne Almaty l'année dernière. Musetti ça fait quand même bien plus longtemps qu'il attend un titre. Alors Musetti on l'attend peut-être moins que Medvedev, mais ça fait quand même de longues années qu'il attend d'avoir un titre. Et là il rentre dans le top 5 sans avoir eu de titre depuis 2022. Donc voilà, c'est pas une question. J'ai pas de question sur Musetti, mais c'était juste pour mettre un petit peu une petite parenthèse sur Musetti. Donc ma question sur Alexander Bublik, c'est est-ce qu'il peut rester top 10 toute l'année? Est-ce qu'il est capable d'être constant sur toute la saison et de garder cette 10e place, voire mieux, hein, évidemment, il peut toujours monter au classement, mais est-ce qu'il est capable d'être régulier toute une saison pendant de longues semaines pour pouvoir réussir à rester top 10 toute l'année? Donc c'est quand même une question très importante à laquelle on peut avoir une réponse et demain Bublik peut faire n'importe quoi ou alors dire quelque chose et Bublik en fait il nous fasse mentir. C'est tout à fait possible parce que c'est le style d'Alexander Bublik. Mais en ce moment quand même, on a quand même un Bublik qui est très régulier, qui surtout a très peu de points à défendre sur les semaines qui arrivent. Donc il est capable d'engranger des points pour prendre de l'avance pour les points qu'il va sans doute perdre après, plus tard, essayer un petit peu de minimiser ses points perdus. Donc à voir. Moi j'ai tendance quand même à penser qu'à un moment ça peut exploser pour Bublik. Je pense qu'à un moment peut-être son cerveau ça peut exploser. Alors ce serait complètement dingue qu'il arrive sur une saison complète à être colossal et à rester top 10 mondial. Franchement ce serait fou de voir Bublik top 10 voire mieux au cours de la saison. Mais ouais, moi c'est une inconnue quand même sur Bublik parce que j'ai très peur qu'en fait ça puisse réexploser à tout moment et puis revenir aussi à tout moment. C'est avec Bublik on ne sait jamais, hein. Mais en ce moment on est quand même beaucoup sur la pente très très haute sur Bublik. On a vraiment du très bon Bublik depuis de longues semaines, depuis 2025, clairement depuis la mi-saison 2025, franchement Bublik il est toujours dans les bons coups, il a battu Yannick Sinner, il a remporté Halle, il a remporté 2 ATP 250 sur terre battue, mais si on avait dit ça avant la saison 2025 que Bublik allait faire quart à Roland Garros et 2 ATP 500 remportés sur terre battue, waouh, mais il crachait sur la terre battue, Bublik, il n'avait rien à faire de la terre battue, et c'est devenu un joueur capable de faire d'excellents résultats sur terre battue, parce que la défaite face à Sinner à Roland Garros, il prend moins cher que ce qu'il a pris à l'US Open face à Yannick Sinner. Donc ouais, franchement Bublik, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez qu'il est capable de rester top 10 toute la saison? On va parler d'un joueur d'une compétition United Cup remportée par la Pologne. On va parler surtout de ce joueur au milieu, au centre, Hubert Hurkacz, qui a eu de gros problèmes de blessures en 2025, que je voyais d'ailleurs être au Masters en 2025. C'est un de mes pronos 2025 que j'ai complètement loupé. Au-delà de la 70e place mondiale pour démarrer l'année, et il va déjà se rapprocher de la 50e place mondiale parce que Hubert Hurkacz a été très très fort cette United Cup. Victoire face à Wawrinka en finale. Bon, Wawrinka vieillissant, mais quand même un très beau match, un très bon Wawrinka qui a quand même globalement régalé sur cette compétition. Victoire face à Taylor Fritz, victoire face à Alexander Zverev. Et ouais, Hurkacz, sa seule défaite c'est face à Alex de Minaur, mais à part ça, ça a été un Hurkacz vraiment très bon qu'on n'a pas vu depuis de longs mois, Hubert Hurkacz. Et la question, c'est est-ce qu'on a un Hurkacz de retour au premier plan? Parce qu'il faut savoir qu'Hurkacz, c'est un joueur qui a déjà fait le Masters, c'est un joueur qui a déjà fait demi-finale en Grand Chelem, c'est un joueur qui a déjà remporté 2 Master 1000, qui a remporté Miami en 2021 et Shanghai en 2023, si mes souvenirs sont exacts. Donc est-ce qu'Hurkacz peut être de retour au premier plan? Est-ce que la Pologne remporte sa toute première United Cup? Et est-ce qu'Hubert Hurkacz, pour moi Hubert Hurkacz, je vais te dire clairement, c'est le joueur, je pense que c'est le pire joueur à tomber au début du tournoi de l'Open Australie. Quand les tableaux vont tomber, il va pas être tête de série. Je pense que c'est le joueur sur qui toutes les têtes de série ne veulent pas tomber. Il va falloir absolument éviter Hubert Hurkacz parce qu'il peut être très dangereux, encore plus sur un premier tour, en étant frais, en étant fringant, en n'ayant pas de problème de blessure, en étant à 100%. Admettons, je sais pas, il tombe sur un Lorenzo Musetti au premier tour, sur un Félix Auger-Aliassime, sur un joueur comme ça, top 10, mais qui est capable par moment d'avoir des petits trous d'air, ça peut être compliqué. Alors évidemment, s'il joue Sinner ou Alcaraz, je le verrais pas battre Sinner ou Alcaraz, ça serait complètement dingue, mais s'il joue un joueur entre, à partir de la 5e place, pour moi, même s'il joue un Zverev, je pense que Zverev, s'il tombe face à Hurkacz, il est pas content. Il est pas content du tout et il panique un petit peu avant de jouer le match. Donc je pense que personne ne veut jouer Hubert Hurkacz. Et quand je dis Alcaraz et Sinner, même si je pense que Alcaraz et Sinner vont gagner, mais même eux, ils veulent s'épargner un petit peu ce premier tour qui pourrait être un premier tour piégeux face à Hubert Hurkacz. Et je pense que ça va vraiment être ce joueur à éviter. Le joueur à éviter de ce début d'Open Australie, ça va être Hubert Hurkacz. Et moi, j'ai hâte vraiment de savoir, quand je verrai le tableau de l'Open Australie, l'une des premières choses que je vais regarder, c'est de voir où est tombé Hubert Hurkacz pour voir quelle tête de série, quelle est la première tête de série
série, qui va se coltiner le Polonais, parce que s'il a le niveau qui nous a offert cette United Cup, bah, j'aimerais pas être la tête de série qui va tomber sur lui au premier ou au deuxième tour, parce que bah, ça peut faire des dégâts, et on verra ça dans une semaine, mais j'ai très très hâte de voir le tableau qui va tomber jeudi ou vendredi, donc il y aura une analyse du tableau évidemment de l'Open d'Australie, en tout cas les qualifs aussi ont commencé aujourd'hui, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour Hubert Hurkacz. On va parler de Gaël Monfils parce qu'il y a des tournois qui continuent cette semaine. Il y a Adélaïde et il y a Auckland. Et Gaël Monfils, bah, il y a un an, remportait le tournoi d'Auckland, son dernier titre en carrière à ce moment-là. Où Gaël Monfils, on se disait qu'est-ce qu'il va faire en 2025, qui nous a fait un début de saison complètement dingue, qui remporte Auckland, qui d'ailleurs bat Taylor Fritz au 3e tour de l'Open d'Australie, qui va en 8e de l'Open d'Australie, qui perd face à Shelton en étant complètement cramé, en abandonnant en début de 4e set, mais en faisant 3 super bons premiers sets. Et la question, elle est compliquée, mais c'est est-ce que Gaël Monfils est prêt pour défendre son titre à Auckland? Est-ce que Gaël Monfils est capable de récupérer son titre à Auckland? Et quand on regarde le tableau, j'ai envie de dire c'est très 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 compliqué. Gaël Monfils, il est là. Il est tout en bas avec Casper Ruud. Il joue Marozan au premier tour. Et franchement, bon, là, déjà, il n'est pas tête de série, donc il n'est pas exemple du premier tour. Ça va être très compliqué, je pense, pour Gaël Monfils pour conserver son titre. Il y a quand même de très gros joueurs. Il y a du Ben Shelton, même si Ben Shelton est dans l'autre partie de tableau. Casper Ruud, j'ai envie de dire, comme tête de série à tomber. Alors déjà, il faut battre Marozan, mais Casper Ruud, Gaël Monfils, un Casper Ruud, on ne sait pas trop dans quel état il peut être pour démarrer la saison. Casper Ruud, en fait, même s'il a fait une United Cup, j'ai envie de dire, des fois, on ne sait pas trop de quoi il est capable, hein, notamment sur dur. Sur terre battue, je dirais que c'est un tirage catastrophique, mais sur dur, premier tour pour Casper Ruud, est-ce qu'il est capable d'être un peu dans les vapes? Je ne sais pas dans quel état il peut être Casper Ruud, donc ouais, ça peut être un tour prenable, mais bon, il faut réussir à enchaîner du Monfils, du Marozan, du Casper Ruud, du Nuno Borges potentiellement, du Mensik, ou même pourquoi pas du Cameron Norrie, un joueur qui peut être relou à jouer, Cameron Norrie, quand t'es fatigué, puis au final peut-être du Shelton, du Mikkelsen, voilà, il y a tellement de joueurs dangereux il y a plein de joueurs dangereux pour Gaël Monfils. On va aussi suivre ce que ça va donner pour Ben Shelton, parce que j'ai envie de savoir ce que Ben Shelton va donner. Voilà, j'ai envie de savoir ce que Ben Shelton va donner cette saison, parce que moi j'ai quand même des attentes sur Ben Shelton. J'ai envie qu'il soit un petit peu plus fort face à des Alcaraz, face à des Sinner, qu'il soit capable et surtout qu'il ne choisisse pas ses tournois, parce que j'ai vraiment l'impression que Shelton, par moment, il choisit un petit peu ses tournois. Donc on va voir, parce que face à Francisco Comesana, si t'es pas prêt pour démarrer le match, bah tu le perds, parce que Comesana il va te rendre le match pénible. Et j'ai envie de voir Shelton déjà sur le premier match, ce que ça peut donner. Et j'ai envie de voir Gaël Monfils aussi évidemment, parce qu'il y a quand même gros à jouer pour la Monf, et ça me ferait vraiment plaisir que Gaël Monfils, même s'il gagne pas le tournoi, qu'il nous fasse une petite demi, une petite finale, qu'il nous vende un petit truc, quoi, qu'il nous fasse un petit peu plaisir cette dernière saison pour Gaël Monfils. J'ai envie, de toute façon, lui, je pense que c'est ce qu'il veut, c'est nous faire plaisir une dernière fois cette saison, parce que c'est sa dernière année, et je pense qu'il a très envie, très à cœur de faire de très très bonnes choses, et moi ça me ferait vraiment plaisir que Gaël Monfils fasse de très bonnes choses. On va parler d'une très mauvaise nouvelle aussi, c'est Loïs Boisson qui malheureusement a annoncé qu'elle ne démarrera pas sa saison à l'Open d'Australie. Elle avait déjà fait forfait la semaine dernière, là elle est forfait pour l'Open d'Australie, et ça remet quand même beaucoup de choses en question, parce qu'après Roland Garros, elle n'a joué seulement que 15 petits matchs, même une quinzaine, moins je crois de 15 matchs depuis Roland Garros, donc c'est quand même très inquiétant pour Loïs Boisson qui a des pépins physiques. Et donc c'est ma question, c'est est-ce que les blessures, est-ce qu'elles vont gâcher la carrière de Loïs Boisson? Est-ce que Loïs Boisson malheureusement va voir sa carrière gâchée par plein de pépins physiques par-ci par-là, qui vont l'empêcher d'enchaîner les matchs, de prendre du rythme, de prendre de la confiance, de réussir du coup à être régulière et d'avoir des points au classement, parce que le classement au tennis, ça paye cash. Quand tu rates 1, 2, 3, 4 mois, ça se ressent sur ton classement, et peut-être au lieu d'être 50e, t'es 80e, et du coup c'est pas pareil, parce que 50e tu rentres dans les WTA 1000, 80e tu rentres pas dans les WTA 1000, t'es border qualification, t'es en qualif. Donc c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que même elle peut quitter le top 100 avec ses blessures? Parce que Roland Garros, les points qu'elle a gagnés à Roland Garros, ils vont bien disparaître à un moment après Roland Garros 2026. Donc faut que Loïs Boisson réussisse à enchaîner. Et voilà, je mets une photo, c'est quand elle a remporté Hambourg juste après Roland Garros. On s'est dit, mais sur terre battue, elle est complètement dingue. Demi à Roland Garros, derrière elle gagne Hambourg.
Elle est vraiment impressionnante sur terre battue et moi j'avais hâte de la voir sur dur, continuer à se développer sur dur, à jouer des matchs, à jouer des compétitions, même si elle perd, mais à jouer des matchs, à garder le rythme et tout. Et là en fait elle peut pas jouer de match parce qu'elle est blessée et c'est dommage parce qu'elle peut pas profiter en fait du classement qu'elle a réussi par, par le mérite qu'elle a eu d'obtenir après Roland Garros. Ce classement qui lui permet de jouer tous les grands chelems, tous les WTA 1000, de faire le calendrier qu'elle souhaite. Et au final, elle ne peut pas faire le calendrier qu'elle souhaite parce qu'elle est blessée. Et je trouve ça malheureusement terrible pour elle. On a vu tellement de joueurs et de joueuses qui avaient, même si voilà, Loïs Boisson, je pense pas qu'elle ait le potentiel pour gagner un grand chelem, à moins que sur terre battue, on ne sait jamais. Mais pour moi, elle n'a pas le potentiel pour gagner un grand chelem, mais elle peut être top 20, elle peut être top 30. Et malheureusement, on a vu tellement de carrières gâchées, que ce soit des joueurs, des joueuses par des blessures, et même des joueurs encore plus de calibre. Je pense par exemple à Juan Martín del Potro, qui a quand même remporté un grand chelem, mais qui est un joueur qui a vécu un nombre de blessures incalculables. Del Potro, il s'est fait opérer tous les poignets, tous les genoux, il s'est fait opérer partout. Del Potro, il a raté plus de saisons qu'il en a joué. Je suis sûr, Martin Del Potro, parce que quel joueur c'était. Un joueur qui est capable à chaque fois de se blesser, de revenir, qui a la force mentale pour revenir. Et c'est ce que Loïs Boisson a dit. Elle a dit qu'en ce moment, elle vit des moments quand même très difficiles physiquement et mentalement, parce qu'évidemment, ça suit. Quand t'es mal physiquement, t'es mal aussi mentalement, parce que tu peux pas jouer au tennis, tu peux pas te faire plaisir, tu souffres à chaque fois qu'en fait t'es sur le court, et c'est pas le but du tennis. Le but, c'est quand même de s'amuser, et t'es pas censé souffrir sur un court de tennis. En tout cas, tu es censé souffrir dans le bon sens du terme, dans le sens où tu te fais du mal et que tu vas chercher des victoires, mais là tu te fais souffrir parce que physiquement tu es dans le dur et tout, donc c'est pas bon pour Loïs Boisson. Et j'ai vraiment peur en fait que sa carrière soit un petit peu gâchée, entre guillemets, à cause de ses blessures, et franchement je l'espère pas, et je souhaite de tout cœur que je me trompe sur cette réponse, mais pour moi oui, je pense que les blessures vont un petit peu gâcher la carrière de Loïs Boisson. Dites-moi vous vos réponses à ces questions, ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très vite parce qu'en plus il y aura le tableau de l'Open Australie qui va bientôt sortir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour le soutien. 2026 commence en force. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.